suis tombé amoureux de mon fils. Je sais pas, je l'ai eu dans les bras, je me dis oh je t'aime à la folie. Ça a été une vraie rencontre, tu vois, où on a pris le temps. C'est quand même fou. Tu te dis d'une seconde à l'autre, on te donne un être humain dans tes bras et on te dit voilà ça c'est à toi. T'as grandi dans une famille qui t'envoyait des valeurs, qui disait que c'est ça la vie entre guillemets, et puis là tu te rends compte que attendez, il y avait pas un peu de névrose dans ce que vous me racontiez, il y avait pas un peu de dérégulation et c'était pas du tout. Vous me dites l'inverse de ce que vous pratiquez. Vous vous rendez compte de ça? Parce qu'en fait, en 2 générations, la relation homme-femme a déjà totalement évolué. Le lien parent-enfant qui était très hiérarchique, c'est vrai, il y avait toujours un truc de domination. La vie pro, vie perso, il est hyper important parce que si t'as pas cet équilibre dans ta vie professionnelle, tu ne l'auras pas dans ta vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jérémy Charbonnel. Bonjour Jérémy. Salut Elodie. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es humoriste, tu puises dans ton histoire personnelle une matière profondément universelle. Dans ton spectacle intitulé Seul Tout, que tu joues au point virgule les mardis et mercredis à 20h jusqu'en mars 2026. Puis après, je crois qu'il y aura une tournée dans toute la France. Je tourne déjà la tournée en même temps. Tu fais en même fin temps, de semaine, voilà. ouais. Début de semaine à Paris, fin de semaine en tournée. Ah ben voilà. Tout un programme. Ouais. Alors dans ce spectacle, tu racontes comment, écrasé par les attentes d'une famille bourgeoise, tu as passé des années à jouer le rôle du fils parfait, jusqu'au jour où une annonce vient tout faire vaciller. Ce point de rupture devient le fil conducteur d'un récit tendre, drôle et parfois féroce, où tu interroges ta place de fils pour mieux trouver ta place de père. Tu explores tes névroses, tes blessures d'enfant, ta séparation, le célibat et l'envie urgente de ne pas reproduire certains schémas. Dans cet épisode, on va parler ensemble de paternité solo, de charge mentale, de transmission, de thérapie et de ce qu'il faut déconstruire pour devenir le parent qu'on aurait aimé avoir. Trop bien. Tout un programme aussi. Alors, comment tu te sens alors que tu t'apprêtes à nous livrer ton histoire de papa ? Plutôt bien. Moi, j'aime bien ces petits moments improvisés parce que je sais pas du tout ce que tu vas me poser comme question. Voilà. En tout cas, ton chalet est très sympa. La petite cheminée est chouette. T'aimes la déco ? Ouais, franchement, c'est magnifique. Écoute, bienvenue. On le voit pas souvent dans les podcasts. Non, n'est-ce pas ? Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui compose ta tribu aujourd'hui ? Ça va être rapide. Hein. C'est mon fils qui a 6 ans. La famille peut prendre différents. Ou... Après, j'ai des parents, bien évidemment. J'ai 2 grands frères qui ont 9 ans et 11 ans de plus que moi. Donc, moi, j'étais vraiment le petit dernier de la famille. Ouais. Et puis j'ai un petit garçon de 6 ans qui est rentré en CP cette année. Et donc, du coup, pour ceux qui viendront voir le spectacle, je spoil un tout petit peu, mais j'ai sauté le CP. Et du coup, j'apprends cette classe avec mon fils et c'est assez passionnant. C'est bien, ouais. Et toi, tu as grandi dans quel type de famille ? Quelle ambiance régnait chez toi pour ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle ? Je viens d'un petit village à l'ouest de Lyon qui s'appelle Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Donc, c'est un endroit très chic. Je dis dans le spectacle, c'est une ville de vieux riches, on va dire. et donc, dans une famille plutôt aisée. Où on manquait matériellement de pas grand-chose. Ça, c'était super. Après, peut-être émotionnellement ou en termes de réassurance, on manquait peut-être de disponibilité d'esprit. Émotionnelle. mais voilà, dans un petit coin très mignon. Voilà. Ouais. Et quelle ambiance régnait chez toi ? Quelle ambiance Il y a un mix de plein d'ambiances, parfois un peu pesantes, du fait souvent de maladies du côté de la famille de ma mère et de décès. Donc il y a eu beaucoup de petits drames familiaux, mais on va dire contrebalancés avec peut-être des excès de joie, notamment autour soit de déjeuners familiaux, de dîners familiaux, à mon avis bien aidés par le vin rouge. Et du coup, il y avait une petite dichotomie comme ça entre des choses très contradictoires. Ouais. Pas évident à se repérer là-dedans, de savoir, mais on était triste il y a 2 secondes et là, tout le monde rigole, il y a un excès d'amour, il y a un trop-plein. En fait, je pense qu'il y a le trop-plein, tiens, c'est peut-être le mot, un trop-plein. D'accord. Alors, dans le spectacle, tu es assez cash sur tes parents, sur ta famille. Alors, il doit y avoir une part de vérité et des choses sûrement... un peu romancé, si peu. Voilà. Et qu'est-ce qui, toi, t'a marqué au point de te dire, écoute, je veux pas reproduire ça ? Alors, j'en discute souvent avec ma psy, mais en gros, il y avait quelque chose, mais je pourrais pas te dire quoi. Intérieurement, je savais que c'était pas ça. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Je savais que
Ça, tu l'as il su y a un assez truc tôt qui me convenait pas. En fait, c'est bizarre parce que tu grandis avec tes parents, c'était des personnes de référence. Mais tout de suite, très vite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. D'accord. Et j'avais très peu d'exemples parce que donc en ayant sauté une classe, j'avais pas beaucoup d'amis de mon âge. Enfin, j'ai eu plein de conséquences en cascade. Ouais. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé les gens plus âgés. J'avais du mal avec la rivalité avec les gens de mon âge, donc j'avais pas beaucoup d'amis de mon âge, donc je voyais pas beaucoup de familles autres pour avoir des points de comparaison. Mais du coup, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être pas forcément normal, qu'il y avait j'avais des dysfonctionnements émotionnels qui me paraissaient pas adéquats. Ouais, tu avais quand même cette espèce de feeling un peu... très tôt pour je ne sais pas, pour un garçon ou je suis allé voir quelqu'un parce que je voulais savoir qui j'étais. Il y avait vraiment un truc où j'étais un peu comme si on ne reflétait pas ma vraie identité mais possiblement parce qu'eux-mêmes ne la connaissaient pas vraiment. Ouais. Et toi, en tant qu'enfant, il y a des choses que tu aurais aimé recevoir et que tu n'as pas eu justement dans ton... Bien sûr. Ouais, comme quoi? Alors je le dis à chaque fois si ma mère écoute ce podcast, je t'aime maman, t'inquiète pas. Non, je pense que ce que j'aurais aimé, c'est une attention peut-être plus forte. Oui, cette disponibilité émotionnelle dont tu parlais. Voilà, mais après, encore une fois, tous les parents disent mais on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais je pense que je demandais, à mon avis, j'aurais aimé plus d'attention. Même si ça se voyait pas forcément, parce que j'étais très autonome, j'étais un enfant très solaire, mais je venais compenser. En fait, je me suis juste adapté à des systèmes dysfonctionnels qui m'ont permis de me survivre, tout simplement. Mais donc, du coup, on voyait pas que ce petit bout de chou, il avait besoin d'attention et d'amour, mais peut-être un amour plus sain. Ouais. Voilà, pas dérégulé, pas... Ouais. Et qu'est-ce que malgré tout tu as gardé comme héritage positif? Ils ont plein de qualités, mes parents. C'est des gens hyper généreux, vraiment, qui adorent recevoir. Ils ont, que ce soit ma mère ou mon père, ils ont ce truc de vouloir faire plaisir, parfois trop. Voilà, eux, par exemple, dans les langages de l'amour, c'est les cadeaux. Voilà, c'est vraiment... Et donc, du coup, quand je reçois mes amis chez mes parents, ils sont d'une générosité incroyable. Ils ont cette volonté de toujours faire plaisir, d'essayer de te sentir bien. Faire sentir bien, ouais. Accueillir. Ouais. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de petites attentions. Là où parfois là où parfois tu aurais aimé peut-être juste viens, on se pose, on discute, écoute ce que j'ai à te dire, accueille ce que j'ai à te dire. Et il y a toujours une forme d'action pour venir tout préparer, tout installer. C'est jamais assez bien, c'est jamais... Voilà. Donc c'est vrai qu'ils ont cette énorme qualité de générosité, d'accueil et aussi d'élégance. Mon père, je pense, a été une super figure paternelle dans sa manière dont j'ai pu l'observer, comment il se comportait avec les autres femmes. Toujours très élégant, toujours généreux, à inviter. Il y a ce côté, j'ai eu la chance voilà. Après, il y a des choses, il a une forte capacité à se moquer, qui m'a aidé à développer mon humour, mais un humour qui aujourd'hui on peut moins le faire. C'était une autre époque. C'était une autre époque, notamment exactement. Sur l'humour, voilà. Ouais. Et toi, est-ce que tu as toujours voulu être papa? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps ou finalement c'est arrivé un peu plus sur le tard? C'est une bonne question parce que je ne sais pas si je savais que je voulais être père. En tout cas, je savais que j'adorais les enfants. Moi, comme j'ai eu donc 2 grands frères, et puis ma mère est la dernière de sa fratrie, et moi je suis le dernier de ma fratrie, donc les sœurs de ma mère ont fait des enfants assez tôt, et donc j'ai eu beaucoup de petits cousins. Autour de toi, et donc j'ai adoré m'occuper de mes petits cousins. Je pense que j'aurais adoré avoir un petit frère ou une petite sœur, mais bon, je sais pas si je l'ai verbalisé ou auprès de mes parents. Et du coup, j'adorais m'occuper de mes enfants. Et est-ce que ça s'est fait, je pense, totalement naturellement de se dire, j'étais avec une super personne et je me dis, on va faire un enfant. C'était une suite logique. Ouais. Mais tu avais quand même ce truc en toi. Alors, et ma peur, c'était de me dire, je sais que j'adore les enfants, mais est-ce que je vais aimer mon fils ? Ah, tu te posais cette question. Je me suis dit, non, mais... oui, parce que c'est facile d'aimer des enfants que tu côtoies une après-midi, tu joues avec eux, mais d'avoir au quotidien... Derrière aussi, je me suis toujours posé cette question-là et la naissance de mon fils, ça a été on a fait 30 minutes de peau à peau tous les deux. Et tu le sais, parce que tu as une petite fille. Tu sais, ils ont une attention vraiment incroyable les 2 premières heures
de leur naissance. De leur naissance, quand ils arrivent. Et là, je pense que c'est la première fois que j'ai autant parlé à un être humain en 30 minutes. Et je lui ai tout raconté, la grossesse, tout ce qu'on va apprendre ensemble. Et beaucoup de gens, alors je sais pas toi si c'est ton cas, disent moi dès que j'ai vu mon enfant je suis tombé amoureux. Moi je l'ai aimé tout de suite. Je posé la question, tu t'es senti papa à ce moment-là ou... Non, un tout petit peu après. Et puis surtout je pense que je suis tombé amoureux de mon fils. Je sais pas, je l'ai eu dans les bras, je me dis je t'aime à la folie. Ça a été une vraie rencontre, tu vois, où on a pris le temps. Voilà, c'est quand même fou. Tu te dis d'une seconde à l'autre, on te donne un être humain dans tes bras et on te dit voilà, ça c'est à toi. À vie. Tu ne l'as jamais vu de nulle part, donc on va faire connaissance. Et c'est là où je lui ai parlé énormément de comment s'était passée la grossesse, ce qu'on lui faisait écouter comme musique avec sa maman, quand je lui parlais dans le ventre, que voilà, on va apprendre tous les deux. Et puis j'ai su à la maternité que j'allais savoir m'en occuper, mais après c'est indépendamment de l'amour, c'est moi qui ai fait les premiers soins, les premiers bains. Et tu sais, il y a un truc, faut tenir l'enfant. Et je ne sais pas, je me rappelle le premier bain que j'ai donné, donc dans le lavabo de la maternité, là, j'ai su que j'allais savoir faire. C'est vrai. Et après, j'ai appris. Pas du tout. Tu vois, comme quoi. Non, mais je sais pas, il y a eu un truc où je vais savoir faire. Je vais savoir changer. Mais c'est parce que j'avais déjà changé les couches de mes petits cousins. J'avais déjà, mais je sais pas, dans la manière de. C'était naturel, quoi, pour toi. Oui, parce que, certes, c'est fragile, un petit être, un nourrisson, mais tu vois, il y a une manière, je sais pas, je me suis senti sécure dans la manière de m'en occuper. Et puis, voilà, donc j'ai su que j'allais pouvoir m'en occuper. Maintenant, c'est avec le temps où vraiment je suis tombé amoureux de mon fils au fur et à mesure. Tu as publié, alors, je sais pas si, je crois que c'était récemment, une petite vidéo sur Instagram où tu montrais un extrait de ton spectacle, parce que tu étais sur scène le jour de la naissance de ton fils. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Comment tu as vécu ce moment-là, cette espèce d'entre-deux où tu viens de faire un peu la rencontre de ta vie et le soir, tu es de nouveau sur scène. Moi, quand j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça dur, je t'avoue. Mais toi, ça a été dur, je pense, pour la mère de mon fils. Et bon, après, voilà, on ne reviendra pas sur l'histoire. Mais... Tu vois, pour moi, comment c'était... en fait, si tu veux, ça a été une hésitation toute la journée parce qu'on ne savait pas quand ça allait arriver. Surtout qu'on était à la maternité depuis le mercredi et moi je jouais le vendredi. Donc je m'étais dit, il va forcément arriver dans 48 heures. Enfin, on est large, c'est ce que je raconte dans la vidéo. Et si tu veux, je ne savais pas si j'allais jouer. Les gens du théâtre ne savaient pas si j'allais venir. Et même moi, je ne savais pas ce que j'allais faire. Enfin, t'as trop de questionnements, tout est flou. Peut-être il y a une part de fuite dans cette arrivée-là, de me dire, oh là là, j'ai un échappatoire. Mais en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir failli à mes responsabilités. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le pot à pot. Il est vrai qu'après, pas du tout, mais c'était... après, j'ai malheureusement laissé mon fils à sa maman et je pense qu'en salle de réveil, elle avait peut-être besoin aussi de soutien. Donc heureusement, sa mère, elle a pu venir l'aider, mais voilà, je sais qu'il y a moi, comment je l'ai ressenti, c'était incroyable et peut-être de manière très masculine, j'ai fait ça. Il y a un truc d'action où une action en amenait une autre et j'ai pas réfléchi émotionnellement à ce que pouvait traverser l'autre, à me mettre à sa place. J'étais peut-être dans un égocentrisme, ça je l'ai fait, je m'en suis bien occupé de mon fils. Maintenant, il faut que je gère cette date et je suis à 20 minutes de la maternité, je joue, je reviens. Donc c'est vrai que je suis parti à peu près 2h30 ou 3h max. Et je suis arrivé en retard au spectacle. C'est-à-dire que je suis arrivé le spectacle devait démarrer à 20h30, je suis arrivé à 21h, j'ai joué à 1h20, 1h30 et je suis reparti. Donc vraiment de 20h30 à peut-être 23h. Mais ces 2h30-là ont un peu... Moi, je n'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça, on y va, c'est comme ça que c'est le destin. Et donc, vous vous êtes séparés avec ta compagne. Il avait quel âge, ton fils, à ce moment-là ? Un peu moins de 2 ans. Un peu moins de 2 ans. Et toi, comment tu as vécu cette période ? Qu'est-ce qui a été le plus dur émotionnellement pour toi dans cette période-là ? Ce qu'on a pu travailler avec la psy, c'est mes liens d'attachement, essayer de comprendre comment étaient mes liens d'attachement, qui étaient totalement insécures, anxieux principalement. Et là, ça a été un rouleau compresseur, une machine à laver de tout remettre à zéro, de tout réinstaller, tu vois. Ouais, ça rabat complètement les cartes, quoi. Ah ouais, puis beaucoup de dysfonctionnements, de dérégulation. Je pense que je m'occupais relativement bien de mon fils et ça, c'était génial parce que le lien
a perduré et je pense avoir été 100% disponible, mais c'est le lien à l'autre, à la mère de mon fils, en règle générale, même à mes parents. Tout a été rebattu. C'est comme si tu rasais tout, tu reconstruisais. Ouais. Et tu t'es sentie un peu soutenue dans cette période-là ou finalement assez seule? J'ai eu des super potes. Mes potes ont... Encore une fois, tu traverses cette épreuve seule. C'est cool d'avoir du soutien et des gens qui sont là. Malheureusement, le travail, c'est à toi de le faire tout seul. C'est à toi d'aller manger ton pain noir. Mais j'ai eu des potes formidables qui m'ont appelé régulièrement pour être là, juste une écoute attentive. Après... mes parents ont fait ce qu'ils ont pu pour ça et je pense qu'ils ne comprenaient pas. Il y a la distance et puis il y a aussi nos liens, enfants-parents, qui s'étaient déjà un peu distendus avec le temps, mais ça après c'est l'histoire familiale. Et ça a réveillé des choses de ton passé, j'imagine aussi forcément. D'abord c'est beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension, de colère. J'en voulais un peu à la terre entière, ce qui est normal dans le processus. Oui, dans le processus, c'est des phases dans lesquelles tu passes. Voilà. Et puis après il y a ma psy qui me dit votre colère, c'est ok, Jérémy. Et donc on apprend à comprendre pourquoi on est en colère. On va chercher un peu dans le passé les choses. On aurait aimé avoir du soutien, avoir de l'affection, de l'attention, et comprendre justement d'où viennent ces dérégulations émotionnelles, ces liens d'attachement insécures, et du coup apprendre à mieux gérer ça au quotidien. Quoi. Et c'est vrai que tu en parles du fait que tu vas voir une psy, et franchement c'est bien parce que c'est pas encore quelque chose qui est dit. Il n'y a pas de honte, franchement. Et non, justement, en disant qu'il n'y a pas de honte, et il n'y a pas de honte, mais de le dire publiquement, etc., je pense que ça peut aider effectivement beaucoup de gens qui traversent des. Oui, parce qu'on a cette image de la psy, c'est la camisole, les médicaments, t'es fou. C'est ça. Et la génération de nos parents pense et peut-être pensait ça et peut-être le pense encore. Ils le pensent encore, ils le disent peut-être plus, mais ils le pensent sûrement encore. Ouais. Voilà, et toi, qu'est-ce qui t'a justement poussé à aller. Je voulais savoir qui j'étais. Ouais. La première fois que je suis rentré dans le cabinet de ma première psy, je lui ai dit, je veux savoir qui je suis. C'est la question que tu lui as posée, ouais. D'accord. Et je ne savais pas pourquoi je faisais ce métier-là, pourquoi j'avais choisi tout ça. Et puis après, j'ai arrêté avec cette thérapeute-là et j'en ai trouvé une autre avec laquelle on travaille beaucoup, beaucoup sur maintenant les liens d'attachement. Qu'est-ce qui me dérégule émotionnellement ? Qu'est-ce qui fait que je sors de ma fenêtre de tolérance et qu'est-ce qui va me permettre justement d'y revenir plus facilement. Et c'est elle qui m'expliquait qu'une émotion ne dure qu'entre 60 et 90 secondes. Ouais. C'est-à-dire que si tu continues, c'est que c'est toi qui l'entretiens. Et on voit bien parfois comment on peut entretenir une colère. Et puis ça continue. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qu'on a à travailler pour pouvoir revenir dans sa fenêtre de tolérance. Et quelque part, je suis fier d'avoir fait ce travail-là, même un peu avant d'avoir mon fils, parce que finalement, être parent, ce n'est que apprendre au début à réguler les émotions de son enfant. Donc, si nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire, comment tu veux aider un gamin à le faire ? Ça t'aide à être un meilleur papa, tu penses ? Déjà, je vois très bien ce que j'arrive mieux à faire par rapport à mon... Et puis je vois mes parents faire avec mon fils. Ouais. Je me dis, il y a 2-3 trucs. Oui. Il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf, non, c'est sûr. Et toi, justement, quand il y a une enfance que tu as vécue, il y a des choses que tu n'as pas forcément envie de reproduire. On parle un peu de casser des cycles pour pas justement reproduire ça. Toi, comment tu procèdes avec ton fils finalement pour pas lui passer, alors je sais pas si on peut parler de trauma, mais de choses que tu n'as finalement pas envie de reproduire avec lui ? Ça va être déjà d'être beaucoup plus à l'écoute, d'apprendre aussi avec lui, parfois de me tromper. J'ai donné cet exemple, je sais pas, il n'y a pas longtemps, mais un enfant, il a aussi ses envies de faire ci, de faire ça, et c'est dans quelle mesure on se met à son écoute. Et on a dans l'inconscient collectif cette petite phrase de si on écoute l'enfant, ton enfant c'est un dictateur, il fait ce qu'il veut de toi. L'enfant roi. C'est en fait d'arriver à mettre un cadre, en fait c'est de mettre le cadre nécessaire pour qu'il soit en sécurité, et à l'intérieur de ce cadre, qu'il ait une vraie liberté d'action. Si dimanche à 14h, il a envie d'aller faire du vélo, c'est pas d'être dictateur, c'est qu'il a une envie et tu te dis, toi, est-ce que tu as envie de rester sous ton plaid chez toi ou tu te dis, ouais, ça peut être super d'aller faire du vélo. Et quel lien incroyable tu vas créer en accompagnant son désir. C'est sûr que si à 18h, il dit, je veux manger des bons becs, peut-être que là, il y a un cadre à mettre de dire, c'est pas le temps des bons becs, mais si tu as faim,
viens, je te donne un truc peut-être un peu meilleur pour ta santé. Enfin, Ouais, c'est cette adaptation, ouais. mais en fait, ça te questionne tout le temps. J'ai pas forcément tout le temps les bonnes réponses. Parfois, je me trompe dans ma manière de faire. Mais de toute façon, malheureusement, il n'est pas dans le cadre dans lequel moi j'ai vécu, puisque je le vois qu'une semaine sur 2. Donc, il aura forcément d'autres traumas, sûrement d'attachement, peut-être une insécurité de n'avoir que son papa ou sa maman qu'une semaine sur 2. Voilà. En tout cas, la semaine où je l'ai, c'est d'avoir un cadre assez rassurant, de pouvoir... Le rôle d'un parent, c'est de protéger et de rassurer son enfant. C'est ce qu'a pas forcément réussi à faire ma mère avec moi, mais en tout cas, si je peux lui amener ça, c'est déjà, je pense, une grande victoire. Ouais, ouais. Et c'est vrai que du coup, ce qui est bien, c'est que tout ce travail que tu as entrepris, peut-être pour toi au départ et maintenant qui continue, ça te permet de prendre un recul nécessaire que ne font pas forcément tous les parents. Toi, tu as eu peut-être un espèce d'événement catalyseur qui a fait que tu as enclenché ça, mais au final, ça te sert... ça me sert au quotidien. Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si j'en suis arrivé là, c'est que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et quand tu commences à comprendre ton histoire, c'est là où ça devient passionnant. C'est déroutant parce que ça remet tous tes schémas, toute ton existence en question. Parce que tu as grandi dans une famille qui t'envoyait des valeurs, qui disait que c'est ça la vie, entre guillemets. Et puis là, tu te rends compte que mais attendez, il n'y avait pas un peu de névrose dans ce que vous me racontiez? Il n'y avait pas un peu de dérégulation? Et c'était pas du tout... vous me dites l'inverse de ce que vous pratiquez. Vous vous rendez compte de ça? Donc, tu dois tout remettre dans des cases, tout nettoyer, tout cleaner et pardonner ou accepter que tes parents ne seront jamais comme toi, tu aurais aimé qu'ils soient. Ouais. Maintenant, la seule chose que toi, tu peux faire, c'est être le parent idéal que tu aimerais être pour ton enfant qui, et ça va être très dur, te le reprochera à un moment donné, mais... Quand il viendra me reprocher des choses, j'espère avoir assez d'expérience pour lui expliquer les choix que j'aurais faits, de pouvoir discuter, d'accepter qu'il me remette en question et de ne pas me braquer en disant « ça d'être assez ouvert. Voilà, parce que c'est pas évident de discuter avec ses parents, de leur dire que voilà, ils ont... Il y a des choses qui ne t'ont pas convenu. Ouais, qui ne m'ont pas convenu. Non, c'est clair. Et c'est vrai qu'en plus, par rapport à la génération de nos parents, il y a aussi beaucoup de découvertes, que ce soit scientifiques, neurologiques, aussi sur le développement de l'enfant aussi. Ouais. Donc du coup, on est un peu aussi une des premières générations qui doit un peu gérer aussi on parle du caprice. Tout ça. Voilà, exactement. Non, mais moi, ça me rend fou. Le caprice, la fessée, enfin, tu vois, tous ces gens qui disent, mais il fait un caprice, mais bon sang, c'est marqué partout. L'enfant ne peut pas faire de caprice. Il n'a pas les capacités cognitives pour le faire, je crois, avant 6-7 ans. Parce que le cortex préfrontal, il n'est pas développé suffisamment pour pouvoir faire ça. Et maintenant, on le sait. Il exprime une frustration. Ouais. Et ça rend dingue. Mais nous aussi, quand on est adulte et frustré, on gère un peu mieux que quand on a pas 4 ans. Mais non, mais c'est parce que voilà. Et puis quand on comprend, souvent, alors ça peut être au supermarché, on parle beaucoup des supermarchés, mais parce que ils ont une stimulation qui est, on se rend pas compte de toute la luminosité, le bruit, les sollicitations. Il y a des choses partout. Tu vas au rayon, au rayon bonbons. Je veux dire, le gamin, il se dit, je peux pas en prendre un. Il y en a partout. C'est normal qu'à un moment donné, ça switch. Ça disjoncte, donc voilà, c'est de remettre dans le contexte, et peut-être on le dit pas assez, peut-être qu'il n'y a pas assez de vulgarisation de ça, pour voilà, j'ai l'impression que c'est comme si on reproduisait sur l'enfant ce que nous, on nous a inculqué. Enfin voilà, c'est un caprice, point barre. Non, peut-être essayons de... Et puis c'est comme ça, exactement, grande phrase de mes parents. Juste décalons un petit peu et justement aidons-nous de ces études scientifiques qui... qui nous permettent de mieux voir ça peut créer un décalage qui n'y avait peut-être pas à l'époque de nos parents, mais il y a effectivement des avancées. Ce que je dis souvent, c'est que j'adorerais être une mouche et voir mes parents enfants avec leurs propres parents. Parce qu'en fait, en 2 générations, je veux dire, la relation homme-femme a déjà totalement évolué. Le lien parent-enfant qui était très hiérarchique, c'est vrai, il y avait toujours un truc de domination. Bien sûr. Les parents dominent l'enfance et les parents qui apprennent, non, c'est un truc beaucoup plus horizontal. Et justement, on apprend tout autant. Enfin, moi, j'ai l'impression d'apprendre tout autant avec mon fils que lui apprend de moi. Enfin, c'est donnant-donnant. Mais c'est vrai que nous, on a un vrai travail de déconstruction, au final, à faire avec nous-mêmes, pour arriver à effectivement appréhender les choses différemment et pas passer ça de manière un peu automatique et faire du on se pose plus de questions. Exactement. Et on se pose plus de questions. Alors, est-ce que le mot déconstruction, il est un peu dur parce que c'est comme si tu devais venir casser des choses chez toi. C'est peut-être pas le mot adapté. Mais non, mais on parle souvent de déconstruction, mais c'est vraiment juste de repenser les schémas, d'essayer d'arriver à
à s'éloigner de ces transmissions générationnelles qu'on a eues, d'en prendre conscience, parce que d'abord, il faut en prendre conscience pour après faire notre chemin. Comment tu décrirais maintenant ta vie de papa? Alors, je ne sais pas si on dit solo ou de papa célibataire. Alors, aujourd'hui. c'est une vraie question parce que quand on dit papa solo, il y a des gens qui disent mais non, solo, c'est quand tu t'en occupes à 100%. Donc maintenant, j'essaie de faire attention et de dire papa célibataire. Mais c'est vrai qu'une fois que tu vas retrouver quelqu'un, tu n'auras plus un papa célibataire, mais tu vas quand même t'occuper de ton enfant seul entre guillemets, seul, bien sûr, au démarrage. Enfin, bon, bref. Alors, comment tu trouves cette vie alors, de papa, on va dire célibataire? Qu'est-ce qui est le plus beau pour toi? Qu'est-ce qui est le plus difficile aussi? Le plus beau, c'est le lien que j'ai avec mon fils, je pense, que ce qu'on a réussi à créer tous les deux. C'est-à-dire, si demain je devais avoir un enfant avec une autre personne, souvent, je peux observer ça en tout cas chez mes potes, l'autre parent va un peu venir donner son avis sur comment s'occupe l'autre de l'enfant. Alors parfois, c'est légitime, parce que quand je vois mes potes parfois s'occuper de leur gamin, tu dis peut-être les brassards, non, faut peut-être les mettre, les brassards. J'exagère, mais c'est vrai que j'aurais peut-être jamais eu ce lien-là si j'avais été en couple, parce que peut-être j'aurais laissé des choses, des expériences de vie que j'aurais pas forcément peut-être pu avoir avec mon fils, parce que peut-être il serait mieux à la maison, il serait mieux là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis souvent à mon fils, le plus important, c'est qu'on se remplisse notre boîte à souvenirs. C'est vraiment, tu vois, c'est créer du lien, faire du lien, donc faire des activités ensemble, voir ses copains, que lui se sente en sécurité pour voir ses copains, moi je suis là, pas là, mais qu'on se fait des souvenirs ensemble avec ses copains, avec les parents de ses copains, créer du lien, des souvenirs, pour moi c'est vraiment le plus important. Et les moments les plus durs, c'est quand tu vis quelque chose seul. Là, j'ai fait 4 jours de tournée et dans chaque ville, il y avait des marchés de Noël et à chaque fois, je ne pouvais pas ne pas penser à lui. À Annecy, j'ai vu un énorme ours blanc, tu vois, avec un traîneau totalement illuminé sur le lac d'Annecy. J'avais qu'une envie, c'est qu'on se fasse une photo tous les deux. C'était où à Nice, pareil, il y avait une énorme grande roue. Tu te dis, ça aurait été incroyable de la faire ensemble. Tu vois, c'est ces moments que tu ne peux pas vivre. Après, tu peux pas tout vivre tout le temps avec ton enfant. Mais c'est toujours cette idée de souvenir et de lien qu'on peut se créer. Et comment fonctionne un peu votre quotidien? Est-ce que vous avez un peu des moments incontournables, des petits rituels père-fils? Le rituel du lundi, déjà, quand je le récupère. C'est le rituel du canapé, où on se raconte la semaine. Moi, je lui montre... j'ai un petit dossier dans mon téléphone qui s'appelle « Coucou mon petit chat ». Et donc, toute la semaine, quand je ne l'ai pas, je lui fais des petites vidéos quand je suis dans des villes. Je fais « Coucou mon petit chat ». Là, je pense à toi, je suis à Annecy. Donc voilà, et puis... parfois, tu fais des petites vidéos que vous regardez ensemble. Qu'on regarde le lundi de la semaine. C'est trop bien, c'est bien, c'est une bonne idée. Comme ça, toi, peut-être des choses dont tu ne te rappelles plus, mais au moins tu les as. Oui, mais au moins, c'est de se raconter la semaine. Des souvenirs encore. On dit souvent, c'est vrai, là, je vois de plus en plus passer ça, tu sais, où quand tu récupères ton enfant, souvent tu me dis alors, comment s'est passée ta journée? Tu as des questions qui peuvent stresser, qui peuvent ne pas... tu vois, où il n'a pas envie de répondre forcément. Et juste, si toi, tu lui racontes ta semaine, peut-être lui, il aura plus aussi envie de parler de la sienne. Souvent, on est beaucoup dans l'attente que lui nous parle. Raconte-moi, mais nous, qu'est-ce qu'on raconte de nous? Donc voilà, on a ce petit rituel du lundi. Le mercredi, c'est sa journée, donc activité sportive. On voit souvent un de ses copains. Voilà, et puis les week-ends, parfois, et quand je suis en tournée, il vient avec moi. On profite de visiter des villes. Oui, j'allais dire, puisque tu as une vie d'artiste, du coup, pas avec forcément des horaires toujours hyper réguliers, ou en tout cas des jours très réguliers, tu arrives à gérer ça facilement entre ton rôle de papa et ton rôle d'artiste. J'organise ma tournée en fonction de lui. Quand je l'ai, je prends des dates pas très loin de Paris ou dans des villes sympas à visiter. Au final, le soir, je suis sur scène qu'1 heure et demie. Je prends une nounou qui s'occupe de lui pendant que je joue. Et la journée, on visite. On a des souvenirs. Et donc, à chaque ville où on va, on essaye de ramener une petite magnette pour le frigo de chaque endroit où on est allé. Comme ça nous fait des petits souvenirs. Voilà. Et alors, j'imagine que c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Qu'est-ce qui t'aide à tenir justement quand tu as un peu des petits coups de mou ou des moments de surcharge, un petit peu de fatigue? Avec lui ou sans lui?
Bon, l'un ou l'autre. Ce qui m'aide beaucoup, déjà, c'est mon travail avec ma psy, avec mon prépa mental. Ça m'aide beaucoup pour me réguler. D'un côté, pour tous mes dysfonctionnements émotionnels, et de l'autre, pour continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, à la fois dans mon métier, mais ça a aussi un lien dans ma vie de tous les jours. Le travail que je fais avec mon prépa mental, c'est vraiment la performance par le bien-être, par le plaisir. C'est-à-dire que ça ne doit pas empiéter dans ton quotidien. Ça doit pas être... Tu vois, on dit souvent travailler, c'est dur, c'est du labeur, c'est laborieux. Non. Ça aussi, c'est une autre vision. Alors, il y a des visions sur la parentalité, mais il y a la vision du travail qui rejoint très ancrée. Qui rejoint la parentalité. Parce qu'en fait, on l'a bien vu. Enfin, moi, mon père travaillait énormément et il n'était pas du tout disponible pour s'occuper de nous. Parce qu'il était pris dans sa tête, dans son travail. Et je me dis, comment trouver cet équilibre-là, vie pro, vie perso, il est hyper important. Parce que si tu n'as pas cet équilibre dans ta vie professionnelle, tu ne l'auras pas dans ta vie personnelle. Parce que c'est grâce à cet équilibre-là et au plaisir que tu vas prendre dans ton travail que tu vas pouvoir être disponible, ne pas culpabiliser, de te dire mais moi à 18h quand je le récupère, c'est pas de téléphone jusqu'à 20h où il se couche, tu vois, et je m'occupe de lui pleinement. J'ai 2 heures plein où on va faire les devoirs, faire le bain, on va dîner ensemble, on va discuter. T'es dédié, t'es dédié émotionnellement aussi, et ton attention est et on le voit bien, je peux l'observer chez mes potes. Après on pourra toujours se donner une excuse parce qu'il y a toujours ce truc de hiérarchie. Oui, mais attends, mais si je suis pas là connecté à mes mails, il y a ma boss qui. Bah oui, il y a ta boss qui, ou ton boss qui. Mais donc ça veut dire que tu es sous l'emprise d'une hiérarchie qui fait que tu te rends pas disponible pour ton fils et tu perds ce lien. Alors, est-ce que c'est l'effet bon élève, on essaie de bien faire pour son travail, mais en même temps, tu as aussi le lien que tu crées avec ton enfant. Bien sûr. Et il faut peut-être repenser un minimum, tu vois, les horaires pour être OK avec ça. Et je pense que on s'adapte de plus en plus. Je travaille pas en entreprise, donc c'est difficile ça change de plus en plus. Après, on n'y est pas encore, mais bien sûr, non, ça évolue, non, c'est clair. Donc, Et est-ce que toi, tu as des moments où tu as l'impression que tout repose sur toi ? Est-ce que tu sens cette fameuse charge mentale dont on parle de plus en plus ? Ce qui repose sur moi, c'est qu'à un moment donné, si je lave pas les vêtements, si je fais pas le ménage, si je repasse pas, si je fais pas les courses, on va pas manger, on va pas. Donc il y a forcément une pression de charge mentale. Après, justement, c'est vraiment ce travail, il est plus avec le prep mental, tu vois, qui m'aide beaucoup à me dire, mais là, je vais prendre un temps pour faire ça. Sans culpabiliser, de me dire mais putain, mais j'aurais dû faire une vidéo, mais putain, j'aurais dû passer répondre aux messages sur Insta, mais attends, mais il faut que je fasse ça. Non, c'est de trouver cet équilibre-là pour me dire ça, ce temps-là, je le prends, et essayons de le faire avec un minimum de plaisir, que ce soit pas et si vraiment c'est trop contraignant, si tu le peux, prends quelqu'un pour le faire à ta place. Tu vois, délègue. Exactement. Si tu peux. Après Et tu postes justement, tu parles de tes copains, pas mal de vidéos aussi sur ton compte Insta où tu pointes, tu mets le doigt sur un petit peu justement ces comportements que tu peux observer chez eux. Alors je parle notamment de copains qui sont en couple, en tout cas, je sais pas si sont mariés, ils sont pour le moment tous encore en couple, voilà. Et, ils sont tous mariés. Et du coup, tu observes certains comportements qui, toi, peuvent apparemment te surprendre. Voilà. Qu'est-ce qui te semble finalement pas normal justement dans le comportement de certains... C'est pas que c'est pas normal, après chacun fait, que j'ai pas de jugement à apporter, c'est juste que moi dans mon prisme à moi je vois on va dire une couleur différente, quelque chose d'un peu différent de ce que j'aurais fait par exemple, mais chacun va à son rythme et à son niveau de présence et tout ça, donc moi ça m'amuse de voir mon regard, et je ne savais pas au début que c'était autant plébiscité, on va dire, par les femmes. Moi, je voyais juste mes potes, c'est une observation très factuelle de ce que j'ai pu voir. Et en comparaison avec ce que je vis moi. Ma première vidéo, c'était sur le truc du maillot de bain, où quand on est arrivé en vacances, le fils de mon pote fait « Papa, je peux avoir mon maillot de bain ?» C'était vrai, ça ? Oui. C'est vrai. Oui. Ah non, mais c'est... Non, parce que des fois, je me dis... Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait la vidéo, mon pote m'a écrit, il m'a dit c'est moi dont tu parles. Et c'était la première fois que je faisais un truc sur mes potes. Je dis oui, écoute, je me suis inspiré de ce qu'on a vécu, mais après je veux pas que ça te mette mal à l'aise. Si n'hésite pas à me dire si quoi que ce soit. Ah non, je trouve ça trop drôle, c'est marrant. Donc mes potes ont énormément de second degré, vraiment.
J'espère que ça fait avancer les choses. Oui, c'est ce que j'allais dire. En même temps, du coup, ils se rendent peut-être compte aussi et ça fait peut-être évoluer. Ouais, peut-être. Je sais pas dans quelle mesure ça fait son chemin, mais tu mets que des garçons entre eux. Il y a un côté très primaire et très animal et très bête qui arrive. Moi, je l'observe plein de fois. T'es entre garçons, ça va parler que de matériel. Moi, j'ai ci, moi, je viens d'acheter ça. Ah, j'ai la dernière bouteille de pinard. Attends, celle-là, je l'ai achetée 50 balles, mais maintenant, elle en vaut 150 parce que ça a pris de la valeur en 3 ans. On est que sur des trucs, mais vraiment de l'action, du bien matériel, et tout ça. Tu vas discuter avec des meufs, on est sur je me sens pas bien, puis le petit, c'est un peu compliqué en ce moment, ça me. Toujours sur l'émotionnel. Voilà, exactement. Mais. Voilà, et pour des gars, si tu parles un peu d'émotionnel, t'es faible entre guillemets, ou c'est juste d'arriver à changer un peu les mentalités et de s'autoriser à ça. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi on a un peu ce truc du regard de l'autre. Tu vois, à l'école, souvent quand t'étais un garçon et que tu disais que t'étais amoureux d'une fille, tes potes ils se moquaient de toi, ils disaient il est amoureux, le nul, il est amoureux. Et tu sais, il y a ce côté un peu hyper gênant. Donc il y a aussi de ça où on s'est un peu braqué, fermé sur soi, parce que dès qu'on exprimait un petit peu ce qu'on voulait faire, bam, on se prenait une vanne ou un tacle. Oui, mais justement, moi je trouve que. Alors après, je ne sais pas si ça fera évoluer tes potes, mais le fait justement d'en parler, de le mettre en lumière, etc., de montrer qu'il y a aussi une autre façon de faire, et peut-être que toi, de par ta situation, comme tu dis, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a la semaine où tu as ton fils, tu es un peu obligé de faire tout ça. Ça ne va pas se faire tout seul comme par magie. C'est dommage. Cool. C'est dommage, un petit claquement de doigts. Voilà. Mais du coup, oui, c'est bien, je trouve, d'en parler, parce que ça montre que ça illustre, on va dire, finalement, ce décalage. Encore une fois, la base de mes vidéos, c'était vraiment des choses qui m'ont interpellé, où j'ai été traversé par une émotion. Je ne m'attendais à aucun moment cet impact-là et ce retour que j'ai pu avoir des gens. C'est un long travail qu'on a fait avec le prépa mental, justement pour m'autoriser à faire des vidéos. Parce qu'encore une fois, il y a tout un truc éducationnel, générationnel. On ne parle pas, on ne dit rien. Et donc, juste de m'autoriser. Il y avait comme une forme pour moi d'impudeur parfois de raconter des choses. Et puis, tu comprends que tu prends une partie de ce que tu as ressenti. Puis, la magie de nos métiers, c'est après de le transformer, d'en faire quelque chose. C'est de servir de l'humour pour faire aussi... Mais tu vois, passer des messages ou une émotion. Enfin, comme voilà, en tout cas, je ne savais pas que ça allait... Ça allait passer un message. Ça te fait passer une émotion, mais tu ne savais pas que ça allait faire passer un message. Et justement, toi, comme du coup, tu es très impliqué avec ton fils. Alors, j'ai l'impression que tu l'es quand même... c'est pas juste par rapport à la situation, enfin, du fait que tu l'as tout seul 1 semaine sur 2. Est-ce que des fois, tu te sens un petit peu... Justement, tu décrivais les conversations avec tes potes, etc., un peu en décalage par rapport à eux, justement, de par cette implication que tu peux avoir. Est-ce que tu as des remarques, tu as des choses comme ça, ou des étonnements après... Non, mais après, c'est la dernière vidéo qui m'a le plus surpris, c'est celle sur la charge mentale, où je déjeune avec un pote, où il m'explique il était en train de faire un apéro avec les copines de sa meuf, et elle parlait de charge mentale. Et lui, il est parti dans son délire. Charge mentale, ça va, attends, vous rigolez, moi je fais ci, ça. Toujours dans un truc d'action. Et en fait, la charge mentale, c'est peut-être toute l'anticipation, la planification qu'ils n'arrivent pas à capter. Donc, je sais pas si c'est palpable, si on peut en discuter. Voilà. Et puis surtout, quand les gars sont encore en couple, et forcément, ils peuvent pas se rendre compte de ça. Parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui va le faire. Et au pire, s'il le fait pas, lui, il le fera à la dernière minute, peut-être mal, peut-être en amenant une petite insécurité à l'enfant, parce que, je sais pas, merde, c'était le rendez-vous chez le docteur. On est en retard, vite. Alors, attends, le carnet de santé. Bon, c'est pas grave, allez, hop. Et tu vois, il va y avoir cette excitation, cette stress, on va dire, que l'enfant subira un minimum. Mais ça se fera. C'est-à-dire que dans la tête du gars, ça va se faire. Pas besoin d'anticiper 1000 ans à l'avance. Non, bien sûr. Mais toi, du coup, tu sens ce décalage entre, justement, toi, la façon dont tu fais, et eux, après, tes copains ou d'autres hommes, pas forcément tes potes. Oui, après, ils font... Non, mais tu vois, c'est un truc tout bête, les vêtements. C'est... tu vois, c'est... Ça se change pas par magie. Exactement. Et donc, du coup, quand toi, t'es tout seul, il faut, tu vois, chaque saison... Regardez, les chaussures, c'est un truc tout bête, mais au bout d'un moment, tu dis ça va ? Oui, t'es complètement au bout de tes chaussures, on va peut-être aller les changer. C'est d'anticiper, encore une fois, pour que
c'est pas forcément le petit qui va se plaindre parce qu'il a un t-shirt trop court, lui il s'en fiche, ça va être marrant, la manche va remonter là, il va être content. C'est juste de penser à tous ces petits détails pour que lui soit bien aussi. Alors, c'est peut-être une question un peu philosophique, sociologique, mais qu'est-ce que, à ton avis, qu'est-ce qui freine encore finalement les hommes dans leur implication un peu au quotidien? C'est quoi, je sais pas, la peur de mal faire? Non, alors déjà, il faut quand même se le dire, parce qu'ils font quand même déjà 1000 fois plus que ce que faisaient leurs propres parents. Donc on part de très loin, mais c'est ce que je te disais, à 2 générations, ça a quand même énormément évolué. Donc il y a quand même un progrès qui est énorme. Et qu'est-ce qui freine là d'aller encore plus loin? Je sais pas. Si je devais reprendre l'exemple du maillot de bain, c'est qu'à un moment donné, la femme de mon pote, elle y allait. Elle l'a fait parce que c'est un autre enfant. J'avais fait une autre vidéo pour dire en fait un papa c'est un enfant en plus dans le foyer, tu vois. Tu penses qu'il y a un truc qu'il faudrait qui se passe pour que les pères prennent vraiment leur place? Je sais pas. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si. Mais ils prennent leur place. Vraiment, faut pas. Je suis d'accord. C'est un peu caricaturé, mais quand même, de prendre un peu plus le. Bien sûr qu'ils font beaucoup plus que nos parents ou grands-parents, évidemment. Mais c'est vrai qu'on part de très loin. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour continuer? Je pense que c'est comme dans la vie. Il n'y aura pas un switch on-off. On va être sur quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. Et peut-être le travail qu'on fait là, tous les parents de notre génération, nos enfants, je nous le souhaite, auront vraiment toutes ces clés et toutes ces compréhensions pour pouvoir s'adapter au mieux. D'autres images aussi, d'autres... Normalement, exactement, Et dans ton spectacle, tu parles aussi beaucoup du syndrome du fils parfait. Est-ce que tu as l'impression que ça s'est un peu transposé dans le syndrome du papa parfait aussi, ou pas? C'est une bonne question parce que mon fils le voit, je suis pas parfait parce que je suis très maladroit, tu vois, c'est des trucs tout cons. C'est-à-dire accepter une part de défaut qu'on peut avoir. J'essaye pas d'être parfait, mais j'essaye par contre de m'améliorer là où je sais que je peux progresser. En fait, dans le truc de l'enfant parfait, c'est que tout doit être beau, tout doit être bien, mais il n'y a pas de prise de risque. Et du coup, je prends plus de risques en tant que père aujourd'hui, en me trompant parfois et en réussissant. Et donc finalement, tu es potentiellement plus parfait. Tu réussis mieux que si tu voulais être parfait, parce que tu en ferais moins et parce que tu serais toujours dans un truc de contrôle. En fait, la perfection, c'est aussi un truc de contrôle, de garder le contrôle sur ce que tu fais, sur l'image que tu veux renvoyer. Il n'y a pas trop de lâcher prise, quoi. Exactement. Et donc, de lâcher un peu plus, mais en essayant d'avoir une exigence la semaine où tu l'as, tu vois, de faire les choses bien. Encore une fois, qu'il soit... Moi, ce que j'aime, c'est vraiment transmettre des émotions. Donc, tu vois, quand il rentre à la maison, que ça procure une émotion quand on se retrouve. Je mets souvent une petite image, une peinture sur la télévision, là, tu vois, un peu marrante, que voilà, tout soit propre, c'est la base. Et puis, voilà, le matin au petit-déj, c'est vrai que j'aime bien préparer la table du petit-déj, mais en fait, je crois que je tiens ça de ma grand-mère parce que je trouvais ça génial. De te lever, de me lever quand j'allais chez elle, soit les mercredis ou les étés, voilà, tout était prêt. Tu vois, c'est ces petits trucs-là où je me dis on peut le faire. Et est-ce que tu as l'impression que le fait d'être papa célibataire, ça te rajoute une pression supplémentaire? Par rapport à quoi? Par rapport au fait d'être parfait ou de vouloir en faire peut-être un peu plus. Non, parce que je le fais pour moi, franchement, personne ne le voit, tu vois. Je le fais pour moi et puis... Lui, ça lui paraît normal au final. Ouais, et puis encore une fois, c'est le lien, le plus important, c'est le lien qu'on va créer. Parce que si je voulais être un papa parfait, je voudrais que mon fils, il dise bonjour qu'il fasse la bise à tout le monde, par exemple, qu'il parle quand on lui pose une question, qu'il réponde tout le temps. J'accepte aussi que lui soit pas forcément comme moi je l'ai imaginé, ou comme mes parents avaient imaginé ce que devait être un enfant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, en tout cas certains parents peuvent avoir tendance à vouloir compenser ou surcompenser, tu vois, de par la situation. Non, tu vois, mon fils, je l'ai jamais forcé à faire des bisous. Il dit bonjour. On m'a un peu reproché dans ma famille il y a pas longtemps qu'il disait même pas bonjour. Bon. Alors, je vais essayer de faire attention, mais jamais je le force à faire un bisou, et je le vois tellement. En fait, moi, j'observe de l'extérieur, notamment dans ma famille, ils ont un tel besoin d'amour qu'il faudrait que le petit il saute au cou, il fasse un énorme bisou. Et ce qui est incroyable à observer, c'est qu'il y a un effet répulsion qui est immédiat chez lui. Lui, c'est du ressenti à 1000% pour le moment, parce que, comme je t'ai dit, le cortex préfrontal il n'est pas totalement encore développé, donc c'est de l'émotion. Donc, quand il sent qu'il y a quelqu'un qui veut trop d'amour, il dégage.
Et donc l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rapproche. Parce que là, on a vraiment 2 schémas de style d'attachement. On a un qui veut un truc anxieux, donc pourquoi tu t'en vas ? Reviens. C'est pareil dans les relations adultes. Hein. C'est exactement pareil. Chose, hein. Et ça fuit, mais sauf que là, en tant qu'enfant ou avec ses neveux-nièces ou avec sa gueule, ça comprend pas. Donc après, l'adulte prend le dessus. Donc c'est là où on sent qu'on s'est tous un peu déconnectés de notre ressenti. Tu sais, l'enfant, c'est un peu comme un animal, tu vois, c'est très instinctif. Donc, si tu vois que tu t'approches et que lui, il recule, tu le laisses à distance, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que quand tu projettes ou que tu projettes ou tu regardes ce qui se passe, les réactions chez l'enfant, il y a quand même plein de choses où tu te dirais, moi, en tant qu'adulte, je ferais pareil. Donc, au final, pourquoi l'imposer à ton mais c'est sûr. enfant, tu n'aimerais pas que quelqu'un que tu ne connais pas vienne vers toi. Bonjour. Parce qu'il y a un truc dont on oublie aussi très souvent, c'est que l'enfant, comment je pourrais dire, il naît, il a 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes les personnes de ta famille ont connaissance de cet enfant. Mais lui, tant qu'il t'a pas vu, tant qu'il n'a pas vécu des liens, il n'a pas connaissance. Tu vas lui en parler, tu vas montrer des photos, mais le lien, il n'est pas là. Donc, quand les personnes retrouvent cet enfant qui a grandi, puis ils ne sont pas vus peut-être depuis 6 mois, 8 mois, l'adulte s'est fait des films, on lui a envoyé des photos, il l'a vu grandir, on lui a raconté des histoires de ce que lui a fait. Mais l'enfant, il n'a jamais vécu de lien avec cette personne. Donc c'est comme s'il découvrait un inconnu qui débarque, même s'il sait que c'est sa grand-mère, son neveu, j'en sais rien, son oncle, avec quelqu'un qui sait déjà tout de lui quasiment. Lui, il ne sait pas qui est cette personne, il n'a rien vécu avec, et il faudrait que ce soit comme si on s'aimait depuis toujours. C'est pas évident, non ? Non, bien sûr, c'est clair. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'injonctions qui pèsent sur les parents ? Est-ce qu'il y en a une particulièrement qui t'agacerait ? Une injonction ? Ouais. C'est vrai qu'on est maintenant, effectivement, alors à l'inverse, où il y a plus de connaissances, effectivement, on sait plus de choses sur le développement des enfants. Donc, il y a une petite tendance on en est un peu sur les parents parfaits, à vouloir en faire beaucoup, ou te dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, etc. Ou toi, tu n'as pas du tout cette impression, tu sens pas ce poids, ces injonctions ? En tout cas, tu vois, les injonctions, elles viendraient soit de nos parents qui nous diraient comment en faire. Bon, moi, j'ai tellement cassé le truc. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui pourrait me dire qui puisse m'impacter, parce que... Et là aussi, c'est le travail que je fais thérapeutiquement et avec le prépa mental, de faire confiance à ce que je ressens. C'est qu'en fait, les injonctions, c'est mental, c'est de la raison. Tiens, attends, tu devrais faire ça. Mais à l'intérieur, tu as une émotion qui dit, mais je le sens pas comme ça. Ouais. Tu as réussi à t'en détacher, quoi. Non, mais j'espère. Après, peut-être, je me rends pas compte de certains trucs, mais ça te pèse pas au quotidien, parce que tu as réussi à faire un travail. Non, en tout cas, et puis, indirectement, je m'en fous du regard des autres. C'est-à-dire que j'essaye de faire ce qui me semble le mieux pour mon fils. Ce que me dit souvent ma psy, est-ce qu'il dort bien ? Est-ce qu'il mange bien ? Est-ce qu'il est bien à l'école ? C'est déjà 3 facteurs. Si tu sens qu'il y a un petit truc qui bouge, là, on peut se poser des questions. Mais déjà, s'il y a ça, après, moi, je vois le lien que j'ai avec lui. Et après, récemment, j'ai entendu dans ma famille qu'ils n'aimaient pas trop parce qu'ils ne disaient pas bonjour. Je vais essayer de m'améliorer sur qui nomme le bonjour. Je sais que parfois c'est un peu dur, mais au moins qu'il y ait ça, parce que je lui ai toujours dit bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. C'est la base de l'éducation. Et c'est vrai que du fait du Covid aussi, on se dit bonjour autrement. Tu vois, maintenant, il fait des checks. Bien sûr, non, mais c'est... Et lui, il est beaucoup plus à l'aise avec ça. Il n'est pas à l'aise avec le bisou. On le laisse tranquille. Ça, bien sûr. Qu'est-ce que tu espères transmettre à ton fils ? Est-ce que tu as des valeurs particulières que tu aimerais transmettre ? Déjà, si je peux lui transmettre des liens d'attachement sécurs, hein, ça serait déjà ça. Déjà, ça, c'est gagné, parce que là, il y aurait vraiment eu un progrès dans ma transmission à moi de ce que j'ai reçu, et de pouvoir lui permettre, ne serait-ce que de vivre des relations saines avec les gens. Ça, ce serait... C'est d'ailleurs une des causes du bonheur. Je crois que c'est le livre Heureux comme un Danois. Dans les études scientifiques, le fait de tisser des liens sécures avec les gens te procure dopamine, endorphine, et ça fait partie des causes du bonheur, entre guillemets. Donc ça, ce serait déjà génial. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à un papa qui traverse une séparation ou un moment difficile ? Alors, je lisais ça, un truc il n'y a pas longtemps, c'est... Faut pas trop lui dire ce qui va arriver après, parce que ça l'empêche de vivre son moment dramatique, parce que
il faut qu'il traverse cette tempête. En fait, c'est comme, t'es en mer, t'es dans une tempête et tu vois pas le bout du tunnel, tu vois pas où le petit rayon de soleil. Tu sais que forcément, après la tempête, il y a le beau temps, c'est évident, mais tu sais pas quand. Et il faut accepter tout ce qui arrive. C'est une énorme remise en question. Tu peux pas lutter avec les éléments. Donc, c'est accepter ça. Et j'aime à dire, mais c'est pas forcément un conseil. Le meilleur est à venir, forcément. Parce que s'il y a eu ça, c'est que c'est une épreuve. La vie, elle t'amène une épreuve. Il faut que tu acceptes de la recevoir, de travailler sur toi, de te remettre en question. Et forcément, si tu fais ce chemin-là, mais le meilleur est à venir. Et quel est le plus beau cadeau que la paternité t'a offert ? Mon fils, c'est ça le plus beau cadeau. Non, c'est le lien qu'on a tous les deux. Ouais. C'est le plus beau des cadeaux. C'est quand j'en ai moins peur avant, mais quand je le retrouve chaque lundi, je disais ça avant, qu'il m'oublie, qu'il me dise c'est qui celui-là. Et c'est de voir son regard s'illuminer quand il me saute dans les bras, quand on se retrouve. Voilà, ça c'est. Je me dis c'est qu'il y a un lien cool qu'on a réussi à créer et qu'il faut faire perdurer. Alors avant de finir, j'ai mes petites questions signature à te oulala. poser. Oulala. C'est quoi? C'est des questions, il faut répondre vite sans réfléchir? Non, tu réponds, tu prends le temps que tu veux. Mais... Okay. Qu'est-ce que la parentalité t'a appris sur toi, même indirectement? La patience et la remise en question, je pense. Ouais, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, hein. Ah ouais. En tant que papa, qu'est-ce qui est essentiel à ton équilibre et que tu essaies de mettre en place au quotidien pour pouvoir le préserver? Ma disponibilité d'esprit. D'accord. Si je suis pas dispo, je peux pas m'occuper correctement. Ouais. Et tu arrives à te préserver ce type de moment au quotidien? J'essaye. Ouais. En tout cas, une semaine sur deux, voilà, mais c'est pas évident. Et si tant est que tu n'y arrives pas parce que t'as pas fini ce que tu voulais faire, d'arriver à te dire, c'est pas grave. Mais que ça ne vienne pas polluer. Encore une fois, c'est le principe des émotions. Ok, tu vas être en colère, tu vas être énervé de ne pas avoir fini cette tâche. Ça doit durer 90 secondes. Si après, tu continues et que tu t'empêches de vivre ce moment avec ton fils parce que tu es pris, ça m'arrive. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps. Et d'ailleurs, je lui dis parfois à mon fils, je lui dis, mon chéri, je suis désolé, je sens que là, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, de toute façon, tu es beaucoup plus irritable. Tu es moins... Voilà, je lui dis, là, je vais être moins disponible. Mais ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour toi, tu vois. Et si tu pouvais glisser un petit conseil au jeune papa que tu étais à l'époque, quel serait-il? Essaye d'écouter un peu plus ce que vit la mère de ton fils. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Elodie. Pour cet échange sincère. Merci, c'était trop cool. Très sympa, ce petit appart. Ouais. Et pour ceux qui veulent découvrir ton spectacle Seul Tout, je répète, tu es au Point Virgule les mardis et mercredis à 20h jusqu'en mars 2026 et en tournée aussi dans toute la France. Dans toute la France et attention, même à l'étranger. Je vais en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Je vais aller à Londres, en Angleterre. Je vais à Montréal, au Canada. Ah bah oui. En Espagne. Plus du tout en France, là. À Barcelone et à Madrid. À Amsterdam, aux Pays-Bas. Ouais. Et surtout aux États-Unis, parce qu'on devait le faire l'année dernière. C'est fait. C'est calé. C'est calé. On va faire toute la côte ouest et normalement, peut-être même, on va rajouter New York. Oh là là là. Le rêve américain. Voilà. Bon. Donc, si les gens veulent voir, c'est sur mon Insta ou sur mon site, Jérémy Charbonnel. Merci pour tout, Jérémy. Merci, Elodie. À bientôt. Salut.